Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 19e semaine de 2024, la vie de l'Union s'intéresse à l'accord des 27 sur les avoirs gelés russes, la directive sur les violences sexuelles et sexistes, le recouvrement des fonds européens mal dépensés et la fuite de données du personnel du Parlement européen. Dans le club des 27, les enquêtes autour de Maximilian Krah se poursuivent, la violence à l'égard des élus en Allemagne inquiète, la Pologne n'est plus menacée par la Commission sur l'état de droit, Viktor Orban est concurrencé à l'approche des européennes alors qu'il reçoit Xi Jinping, et la radio-télévision italienne se met en grève pour protester contre le gouvernement. Et chez nos chers voisins, ce sont les élections locales en Angleterre et la présidentielle et les législatives en Macédoine du Nord qui focalisent l'attention. L'Écosse a un nouveau Premier ministre et la contestation en Géorgie ne faiblit pas. On passe sans plus attendre à la vie de l'Union. International, les 27 se mettent d'accord sur l'utilisation des avoirs gelés russes. Lundi 6 mai, les ambassadeurs des 27 se rapprochaient d'un accord sur l'utilisation des avoirs gelés russes. La société Euroclear, qui détient de nombreux actifs russes, doit conserver les actifs gelés et placer les intérêts de ces actifs sur un autre compte. Intérêts qui serviront à financer l'effort de guerre ukrainien. Seuls les bénéfices réalisés avant mi-février 2022 pourront être conservés par Euroclear pour couvrir d'éventuelles saisies d'actifs en Russie en représailles. Mercredi 8 mai, les ambassadeurs des 27 sont parvenus à un accord de principe. L'accord devrait permettre de recouvrir 3 milliards d'euros d'intérêts par an qui seront essentiellement utilisés pour financer l'achat d'armes utilisées en Ukraine. Une commission sera reversée à Euroclear pour la gestion des actifs à hauteur de 0,3%. La Banque centrale européenne jouera un rôle dans la gestion de la réserve d'urgence créée pour payer les frais d'avocat en cas de litige avec la Russie. La prochaine étape, c'est le vote au Conseil de l'Union européenne par les ministres des Finances des 27 le mardi 14 mai. Les 27 ne veulent pas céder à la pression des États-Unis, du Canada et du Royaume-Uni de saisir l'intégralité des avoirs gelés, craignant un impact négatif sur l'euro. Justice. La directive pour combattre les violences faites aux femmes définitivement adoptée. Le Conseil de l'Union européenne a validé définitivement la directive sur les violences sexistes et sexuelles à l'encontre des femmes le mardi 7 mai. Le texte avait fait polémique en première lecture, puisque certains États membres, dont la France, refusaient l'inscription du viol dans la directive, craignant que la définition ne fasse porter la charge de la preuve sur la victime, ou pour d'autres, la crainte de voir le texte retoqué par la Cour de justice de l'Union européenne, le viol n'étant pas un eurocrime et n'est donc pas une compétence de l'Union. Le texte final criminalise donc les mutilations génitales féminines, le mariage forcé, le revenge porn ou encore le cyberharcèlement, avec des peines minimales allant d'1 à 5 ans. Finance. La Cour des comptes européenne pointe du doigt les délais pour récupérer les fonds européens mal dépensés. La Cour des comptes européenne a rendu, mardi 7 mai, un rapport sur le recouvrement des fonds européens mal dépensés, c'est-à-dire des dépenses entachées d'irrégularités. Son rapport porte sur la période 2014-2022, et elle y déclare que ce sont 14 milliards d'euros de fonds qui font l'objet d'irrégularités. En 2022, ces fonds mal dépensés représentent 4,2% du budget de l'Union européenne. Une majorité de ces fonds, 10,7 milliards d'euros, sont en gestion partagée avec les États, ce qui veut dire que les pertes sont couvertes par les États et non par l'UE, ce qui est le cas du fonds de cohésion qui vise à réduire les disparités entre les territoires européens. Mais là où le bât blesse, ce sont les fonds octroyés à des pays tiers dans le cadre de partenariats internationaux ou de la politique de voisinage et d'élargissement. Dans ce cas-là, les recouvrements prennent 1 an et demi à 2 ans, la faute au recours à des cabinets d'audit privés et une procédure contradictoire pour permettre la défense de la structure financée. Un délai tellement long que des structures font parfois faillite avant la fin de la procédure ou simplement elles ne sont pas en mesure de rembourser. Mais le rapport se termine sur une note positive puisque la plupart des ordres de recouvrement sont réglés sans perte pour le budget de l'UE et les remboursements effectués s'élèvent entre 75 et 90%. La Commission s'est engagée à réviser sa stratégie de contrôle et d'audit d'ici à mi-2026. Cybersécurité.
des données du personnel du Parlement européen ont fuité. Lundi 6 mai, le Parlement européen a informé son personnel d'une fuite de données dans l'application People, outil de recrutement du personnel non permanent du Parlement européen. La fuite de données aurait eu lieu début 2024, d'après les spécialistes de la cybersécurité du Parlement européen, et le personnel aurait été prévenu le 25 avril de cette fuite. L'application a été suspendue pour en déterminer les causes. Le contrôleur européen de la protection des données, le CEPD, avait déjà alerté sur les failles concernant l'utilisation de Microsoft 365 par la Commission européenne. Le CEPD conseille à tout le personnel de réinitialiser ses mots de passe, aussi bien sur leur compte du Parlement européen que sur leur adresse personnelle. Elle préconise de prévenir leurs proches et de rester vigilants quant à des emails frauduleux demandant des données personnelles sensibles. Encore une fois, les institutions font face à une déstabilisation juste avant les élections européennes. Politico révélait que déjà en février, la commission défense du Parlement européen avait été victime d'un piratage téléphonique. Passons désormais au Club des 27. Allemagne, perquisition au bureau du Parlement européen de Maximilian Krah. 2 semaines après l'arrestation de son assistant parlementaire, Maximilian Krah a vu son bureau bruxellois perquisitionné par la police fédérale belge, mandaté par la justice allemande, mardi 7 mai, sous supervision du parquet de Bruxelles. Pour l'instant, la tête de liste de l'AfD pour les européennes n'est pas visée par cette perquisition, ce qui fait que tous ces documents sont protégés par son immunité parlementaire. Seuls les documents de Jian Guo, son ancien assistant parlementaire soupçonné d'avoir travaillé comme espion pour Pékin, ont été fouillés. Toujours est-il que Maximilian Krah est visé par 2 enquêtes préliminaires sur des soupçons de corruption en lien avec la Chine et la Russie, enquête assurée par un procureur régional allemand. Dans ce contexte, le Parlement européen pourrait bien lever l'immunité parlementaire de l'eurodéputé allemand. L'enquête qui porte sur ses liens avec la Russie vise son interview sur le site Voice of Europe pour savoir si, oui ou non, il a été rémunéré pour donner cette interview, mais aussi pour l'argent reçu d'un partisan pro-Kremlin pour lequel il a déjà été interrogé par le FBI. Dans le cas de la Chine, l'enquête porte sur sa visite en Chine, organisée par Jian Guo, avec une délégation AfD. Pour rappel, les règles des élections européennes interdisent de changer de tête de liste. Allemagne encore, les Allemands défilent contre les violences à l'encontre des élus. C'est une tendance qui inquiète les citoyens allemands depuis quelques mois, voire quelques années, mais qui s'est accélérée depuis quelques semaines. Dimanche 5 mai, ça s'est matérialisé par une manifestation porte de Brandebourg pour dénoncer les agressions des élus qui se multiplient. Vendredi 3 mai, le député européen social-démocrate Matthias Ecke a été passé à tabac alors qu'il collait des affiches pour son parti à Dresde. Il en est sorti blessé au visage, nécessitant une opération. Un peu plus tôt, le même jour, un militant écologiste avait lui aussi été passé à tabac dans la même rue. Jeudi 2 mai, c'est le député écologiste Kai Gering qui avait été frappé au visage à Essen, en Rhénanie du Nord-Westphalie. Sa collègue Catherine Göring-Eckardt avait elle aussi été prise à partie lors d'une manifestation. Une tendance confirmée par les chiffres de la police. Les délits commis à l'encontre des élus est passé de 1806 en 2022 à 2790 en 2023, un chiffre qui concerne tous les partis du spectre politique allemand. L'AfD est accusée d'avoir créé un climat délétère qui a incité ses militants à utiliser la violence à l'encontre des élus. Le SPD, les Verts et les libéraux-démocrates du FDP ont publié une déclaration commune où ils disent faire bloc contre les violences à l'encontre des militants et élus. Et malgré les manifestations du week-end, la sénatrice et ancienne bourgmestre de Berlin, Franziska Giffey, a été attaquée le mardi 7 mai alors qu'elle se trouvait dans une bibliothèque au sud de la capitale. Blessée à la tête et au cou, elle est sortie de l'hôpital dans la journée. En réaction, les ministres des Länder se sont réunis pour durcir la législation sur les atteintes aux personnalités publiques, réagissant de manière coordonnée pour envoyer un signal fort aux potentiels agresseurs. Pologne. La Commission signifie la fin de la procédure d'infraction à l'état de droit. Lundi 6 mai, la Commission européenne a annoncé officiellement l'abandon de la procédure déclenchée en 2017
alors que le PIS était au pouvoir, et détourner le système judiciaire pour y placer des personnalités loyales. Suite au changement de majorité, l'idée d'abandonner les charges était déjà exprimée au mois de février. L'engagement du gouvernement Tusk de réformer le système judiciaire, à travers 9 lois, a suffi à rassurer. Les ministres des Affaires étrangères des 27 se réuniront en formation Affaires générales le 21 mai et auront l'occasion de formuler des observations. Le changement de majorité en Pologne avait déjà poussé la Commission européenne à annoncer qu'elle débloquerait les 137 milliards d'euros que la Pologne devait toucher du plan de relance Next Generation EU suite à la crise Covid. La Pologne a reçu une première tranche de 6,3 milliards d'euros. Reste que la Hongrie et désormais la Slovaquie causent des soucis à la Commission européenne sur les atteintes à l'état de droit. Hongrie, Péter Magyar, l'homme qui fait trembler le système Orbán. Dimanche 5 mai, la nouvelle sensation de la politique hongroise, Péter Magyar, 43 ans, tenait un rassemblement public à Debrecen, auquel une dizaine de milliers de personnes ont assisté, dans un bastion historique du Fidesz. Il se vante de pouvoir mettre fin au système Orbán. La raison ? Il est l'ancien compagnon de l'ancienne ministre de la Justice, Judit Varga, avec qui sa relation a pris fin en 2023, et connaît donc le fonctionnement du système Orbán par cœur. Il emmène le parti Tisza, Respect et Liberté, crédité de 17% d'intention de vote, aux européennes. Il est le tenant d'un discours conservateur, il se dit lui-même proche du PPE, avec une ligne fondamentalement anticorruption, tout en restant flou sur le reste de ses positions politiques. Il n'est pas éloigné des positions du Fidesz quant à l'Europe, ni sur l'aide à l'Ukraine puisqu'il considère qu'aider l'Ukraine est incompatible avec la défense de la minorité magyare en Ukraine. Il a tiré profit de la grâce présidentielle accordée par Katalin Novák à un pédocriminel qui a mené à la démission de Judit Varga. La preuve que son mouvement inquiète jusqu'au sommet de l'État, il est ciblé par une campagne l'accusant, je cite, d'être le serviteur de Bruxelles, accompagné d'une dizaine d'articles pour salir sa réputation, avec des accusations comme celle de violence conjugale. L'agence de surveillance des interférences étrangères est utilisée à son encontre. Hongrie encore, la visite de Xi Jinping ou l'ostensible rapprochement oriental de la Hongrie. En visite à Paris en début de semaine, puis en Serbie, Xi Jinping s'est rendu chez son plus fidèle partenaire européen, la Hongrie, le jeudi 9 mai. Une rencontre qui a permis d'afficher une amitié entre les deux pays. Amitié ou loyauté politique ? Toujours est-il que le président chinois demande à Viktor Orbán d'œuvrer au rapprochement entre UE et Hongrie, la Chine reprochant à l'UE de la pointer du doigt sur des ingérences, des tentatives de déstabilisation, aussi bien politiques qu'économiques, en passant par les récentes affaires d'espionnage. Le grand jeu a été sorti, les couleurs de la Chine étaient partout dans la capitale hongroise, honorant ainsi le premier investisseur du pays. L'occasion pour Viktor Orbán de se donner de l'importance en disant que ça plaçait la Hongrie comme un acteur diplomatique important, capable de parler d'égal à égal avec la deuxième puissance mondiale. Les discussions ont tourné autour des lignes ferroviaires, un oléoduc avec la Serbie, mais aussi sur l'économie des voitures électriques chinoises, dont la Hongrie est le premier acteur dans l'Union européenne. L'opposition dénonce l'opacité des contrats, l'impact environnemental des usines et la potentielle corruption qui se cache derrière. Italie. La radio-télévision publique La Rai en grève. Les journalistes de la principale télévision publique se sont mis en grève lundi 6 mai pour protester contre les coupes budgétaires, le manque de personnel, mais aussi et surtout contre le contrôle grandissant du gouvernement. Alors que la Rai devait accueillir le 25 avril Antonio Scorati, écrivain antifasciste qui a beaucoup écrit sur l'Italie de Mussolini, le gouvernement a fait annuler son intervention. Une décision mal digérée par les journalistes de la Rai, qui craignent pour leur ligne éditoriale. Le principal syndicat des journalistes, l'Usicarai, s'en est pris à la réforme de l'ancien président du Conseil Matteo Renzi, dont il l'accuse d'avoir rendu l'audiovisuel public soumis aux politiques. Depuis l'arrivée de Giorgia Meloni au pouvoir, les syndicats dénoncent l'importance croissante du gouvernement dans la prise de décision au sein de la Rai. Depuis des décennies, la Rai était sujette à la lottizzazione, un système qui permettait aux partis politiques d'avoir des places dans les conseils d'administration des services publics en fonction de leur poids politique.
une affaire qui ne va pas améliorer le classement de la liberté de la presse de l'Italie, rétrogradé par RSF à la 46e place, causée par la concentration grandissante des médias dans les mains de l'extrême droite. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Angleterre. Les Tories défaits lors des élections locales. Jeudi 2 mai avaient lieu les élections locales, premier test cette année avant les législatives à l'automne. Les conservateurs perdent près de 500 postes de conseillers municipaux, même dans les bastions historiques des Tories. Mais le symbole le plus important, ce sont tous ces territoires touchés par la désindustrialisation, bastions historiques travaillistes, qui avaient basculé à droite et pour le Brexit, comme Blackpool ou Hartlepool, qui retournent à gauche. Le Labour conserve la mairie de Londres avec un troisième mandat pour Sadiq Khan. Malgré des résultats encourageants, le Labour ne peut se targuer que d'une demi-victoire avec seulement 185 postes supplémentaires par rapport à 2021 et se voit concurrencé par les Verts dans les quartiers à forte population musulmane, certainement déçus par la position du leader travailliste Keir Starmer sur le conflit israélo-palestinien, justifiant le blocus de Gaza et tardant à appeler à un cessez-le-feu. Le parti conservateur se déchire pour savoir s'il faut encore accentuer le virage à droite, poussé par l'ancienne ministre de l'Intérieur Suella Braverman, mais cette frange droitière ne veut pas assumer l'instabilité chronique du parti et n'ont finalement pas de candidat sérieux pour reprendre le 10 Downing Street. La défaite du conservateur modéré Andy Street à Birmingham semble même indiquer que la stratégie inverse serait peut-être plus productive puisqu'elle a été battue sur le fil par son adversaire travailliste dans un bastion historique du Labour. Écosse. John Swinney, Premier ministre. Une semaine après la démission de Humza Yousaf, le SNP n'a pas tardé à désigner son successeur. Et c'est John Swinney, 60 ans, qui s'y colle. Il n'est pas un novice puisqu'il a dirigé le SNP entre 2000 et 2004, avant la présidence d'Alex Salmond, puis a assuré le poste de vice-premier ministre de Nicola Sturgeon de 2014 à 2023. Il doit désormais convaincre un autre parti de soutenir son gouvernement pour tenir jusqu'aux législatives en fin d'année. Les écologistes pourraient bien revenir au gouvernement. Le gouvernement écossais, créé suite à la devolution, mise en place en 1997 par le gouvernement de Tony Blair, a des compétences en matière de santé, d'éducation, de logement, de sécurité, de justice, d'environnement, de tourisme et de transport. Il va devoir redorer le blason du SNP, dont la promesse d'indépendance s'est éloignée suite à l'avis de la Cour suprême britannique de 2022 et doit faire oublier l'enquête judiciaire qui touche l'ancien directeur général du parti et mari de Nicola Sturgeon, Peter Murrell, accusé de détournement de fonds. Mais sa principale mission est d'enrayer la dynamique travailliste, le Labour étant favori des prochaines élections législatives, avec une politique sociale dont John Swinney a fait une priorité. Macédoine du Nord, carton plein des conservateurs à la présidentielle et aux législatives. Mercredi 8 mai, c'était une grosse journée électorale dans ce petit État des Balkans. Une journée où le scrutin présidentiel côtoyait le scrutin législatif. Et le résultat confirme la tendance observée il y a 2 semaines avec une percée historique du parti de droite conservatrice et nationaliste, le VMRO-DPMNE. Gordana Silianovska-Davkova, avec près de 65% des voix, devient la première présidente de l'histoire de la Macédoine du Nord. Et la victoire présidentielle s'accompagne d'une vague conservatrice, puisque le VMRO-DPMNE obtient 59 sièges sur les 120 que compte la Chambre macédonienne. Il manque la majorité absolue d'une seule voix, alors que la majorité sortante des sociodémocrates du SDSM enregistre leur plus mauvais score depuis l'indépendance en 1991, avec seulement 18 sièges, dépassés par le Parti des Albanais de Macédoine, l'Union démocratique pour l'intégration. Il y a une règle non écrite qui dit que chaque gouvernement doit inclure un parti albanais dans la majorité. Christian Mickoski, leader du VMRO-DPMNE, devrait devenir le prochain Premier ministre. Mais les négociations risquent d'être compliquées avec l'Union démocratique pour l'intégration, dont il a traité les leaders de voleurs. Le partenaire de coalition devrait être le parti opposition albanaise unie, VLEN.
La première mission pour la nouvelle majorité sera de donner un nouveau souffle économique à la Macédoine du Nord, durement touchée par l'inflation depuis le début de la guerre en Ukraine. Sur le plan européen, les questions identitaires pourraient ralentir l'adhésion de la Macédoine du Nord à l'Union européenne, puisque la nouvelle présidente refuse de dire Macédoine du Nord, malgré l'accord de Prespa signé avec la Grèce en 2018, et le différend historique avec la Bulgarie risque de se durcir. La Bulgarie considère que la langue macédonienne n'est qu'un dialecte issu du bulgare, et que les figures historiques revendiquées par la Macédoine du Nord, comme Gotse et Delchev, sont des Bulgares. Géorgie, la contestation ne faiblit pas, la répression non plus. Les manifestations ne faiblissent pas, mais les pressions se multiplient à l'égard de l'opposition au texte de ce qu'ils appellent la loi russe. Opposants, journalistes, membres de la société civile sont intimidés par téléphone et on leur promet des ennuis s'ils continuent de s'opposer. Même leurs proches sont visés par ces appels. Les maisons de ces manifestants sont taguées ou ils sont étiquetés comme traîtres, ennemis de la nation ou désignés par des allusions homophobes. Une association de jeunes avocats dénonce l'utilisation de données personnelles par le gouvernement. Les passages à tabac de personnalités de l'opposition se multiplient. Un blogueur a même été arrêté à son domicile et n'a pas pu faire appel à son avocat. La troisième lecture doit intervenir entre le 13 et le 17 mai, dernière étape avant l'adoption définitive de la loi, ce qui devrait faire entrer ces manifestations dans une phase critique. Plusieurs dizaines de milliers de manifestants se sont rassemblés le dimanche 12 mai, après avoir déjà rassemblé plus de 50 000 manifestants la veille et 80 000 le 1er mai, juste stoppés par la trêve de Pâques orthodoxe. Un mouvement qui rappelle Maïdan et qui interroge sur la façon dont le pouvoir géorgien va assurer la suite, en suivant l'exemple de Viktor Yanukovych, qui avait opté pour une violence démesurée à l'égard des manifestants de l'Euromaïdan, ou non. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Europe Hebdo. Vous pouvez suivre Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour être alerté dès la publication de chaque épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Europe Hebdo sur votre plateforme de streaming préférée et de laisser des avis, des likes, des commentaires et de partager le podcast pour le soutenir. À la semaine prochaine sur Europe Hebdo.